Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo point lecture. Donc aujourd'hui je viens vous parler de toutes mes lectures du mois de mai. Je vous avoue que j'ai pas mal de choses positives à vous présenter. J'ai même un coup de cœur, mais j'ai aussi des déceptions, sinon ce ne serait pas drôle. Alors je suis toujours à la bourre pour mes points lecture du mois. J'aime bien faire ce type de vidéo, mais c'est vrai que j'arrive pas à respecter les timings. Mais étant donné qu'on est mi-juin, quelque chose comme ça, et que je n'ai lu qu'un seul livre pour le moment au mois de juin, c'est pas très grave si je suis à la bourre pour mon bilan du mois de mai. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est avec ce rayon de soleil incroyable que commence cette vidéo, c'est trop bien. Alors si dans la dernière vidéo point lecture je vous avais présenté les livres dans un ordre d'appréciation, donc j'avais commencé parce que j'avais le moins aimé et j'avais terminé par le truc génial, je vais le faire aujourd'hui dans un ordre différent, hein. J'aime bien varier mes plaisirs. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes livres dans l'ordre de lecture. Ça va permettre des petites montagnes russes émotionnelles puisqu'on va passer de très bonnes lectures à des lectures beaucoup moins bonnes. Le mois de mai a été consacré à la fantasy et donc j'ai participé au challenge de Steph de Piketty, enfin participé entre guillemets puisque j'ai pas forcément validé ces catégories, j'ai pas vraiment fait attention à ces catégories, désolée Steph. Voilà, j'ai juste pris les livres de fantasy que j'avais très envie de lire, je les ai lus et donc je vais vous en parler. J'ai lu aussi d'autres choses, j'ai lu du thriller, quelques mangas, donc je vous montre un petit peu tout ça et c'est parti, on va commencer avec justement du manga. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 d'un petit manga trop sympa qui s'appelle The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit le titre en français puisque le livre je l'ai lu en français, hein. C'est un manga de Yukiko Kodama publié chez Mangetsu. C'est un manga qui est catégorisé en josei, je le dis toujours à la belge parce que ça me fait rire. On va parler d'une petite jeune fille qui travaille dans un atelier de céramique. Elle fait de la peinture sur céramique et un jour un jeune homme va être engagé dans cette entreprise pour un an. Il vient pour travailler avec eux et en fait les relations vont être un petit peu tendues entre les deux. On va un petit peu découvrir le passé de ce personnage, un passé plutôt sombre. C'est une histoire d'amour au final assez lente qui prend son temps et on n'a pas que le côté histoire d'amour, on a aussi le côté céramique. On en parle beaucoup, on passe du temps dans l'atelier, c'est très immersif. J'ai vraiment adoré, je pense que c'est un des mangas que j'ai préféré dernièrement parce que autant on a cette petite histoire d'amour qui est très douce, autant on a tout le contexte et moi je trouve ça quand même assez important et en plus c'est un univers qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien la lenteur du développement des personnages, je passe un super moment avec cette lecture. Je dois encore lire le tome 3 il me semble et je viens de me procurer le tome 4 puisqu'il est sorti, donc je suis vraiment contente. Chaque année au mois de mai il y a un achat que je dois faire puisqu'il y a une sortie littéraire à chaque fois au début du mois de mai, milieu du mois de mai et ça n'a pas manqué cette année puisque Franck Fillier a de nouveau sorti un livre au mois de mai. Il s'agit de Northville, donc de Franck Fillier, je viens de le dire. Et c'est publié aux éditions Fleuve Noir. C'est une enquête policière hein, avec des personnages nouveaux, de nouveaux protagonistes. Je ne sais pas si on va retrouver au moins un des personnages dans un autre livre, je ne sais pas, je n'ai pas demandé à Franck, nous ne sommes pas intimes. Mais pourquoi pas? Franchement, ça ne me dérangerait pas de retrouver l'un des personnages dans un autre tome. Tout ça pour vous dire que c'est un livre qui se passe dans le Grand Nord québécois, donc tout à fait un livre à lire en ce moment, avec ce froid hivernal qu'on subit hein, en plein mois de juin. Ça se passe à Northville, dans ce petit bled paumé où il n'y a pas grand monde, un bled assez hostile où l'ambiance est assez morose et on a aussi un personnage masculin qui est un détective privé il me semble et au début du livre on va lui annoncer le décès de sa fille et donc il va se rendre sur place à Northville et il va intervenir dans l'enquête de Léonie qui est donc la flic
qui est sur place, et donc entre tous les deux vont s'allier, allier leurs forces pour essayer de découvrir ce qui s'est passé avec cette jeune fille et avec éventuellement d'autres disparitions. Alors c'est un livre que j'ai globalement bien aimé, c'était une bonne lecture, ce ne sera pas un coup de cœur, mais voilà, c'était une bonne lecture, c'est du bon Franck Tillier, c'est-à-dire que c'est prenant, on est très très vite immergé dans l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe. En plus, on est dans une ambiance très différente de ce qu'il a pu proposer, donc il fait froid, on ressent ce froid. Voilà, c'est assez chouette. La thématique abordée est vraiment très intéressante. C'est une thématique qu'on n'aborde pas beaucoup en littérature, surtout dans le thriller, puisqu'il va mettre à l'honneur toutes ces femmes amérindiennes disparues. Il va pointer du doigt le racisme ambiant, le fait que on ne parle pas de ces disparitions parce que ce sont des femmes amérindiennes et donc on n'en parle pas. Voilà. Il va pointer cette problématique de manière très habile, je trouve, dans ce thriller, et ça j'ai beaucoup aimé. Maintenant, ce ne sera pas un coup de cœur parce que je trouve qu'il y a pas mal de retournements de situation un peu extravagants. Autant c'est déjà arrivé dans d'autres de ces livres, ça m'avait pas dérangé, autant ici c'était un peu film d'action, un peu too much, avec des révélations un peu too much. C'était un peu too much toute cette fin, mais ça n'en reste pas moins une bonne lecture, un livre très très chouette à lire, hein, mais ce ne sera pas mon préféré de Franck Tillier. Voilà. Ensuite, je vais passer au premier roman de fantasy que j'ai lu pour le mois de mai. C'est un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition. J'avais donc contacté les éditions Olympe quand j'ai su qu'ils allaient sortir un roman de l'autrice Chris Vuklicevic. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic a été un énorme coup de cœur l'année dernière, et donc quand j'ai appris via TikTok d'ailleurs que l'autrice allait écrire un autre roman sous pseudonyme, eh bien j'ai voulu me jeter dessus. Donc il s'agit ici de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, donc c'est le pseudo qu'elle a utilisé pour écrire cette romantaisie. Il me semble que sur TikTok, quand elle a présenté ce livre, elle a dit qu'elle avait pris un pseudonyme, elle n'avait pas pris le même nom que pour Du thé pour les fantômes, pour que les gens qui aient adoré justement Du thé pour les fantômes n'aient pas les mêmes attentes, puisqu'ici on est sur quelque chose de très différent, on est sur de la romantaisie. Pour ceux qui ne savent pas, de la romantaisie, c'est une romance avec un fond de fantaisie, et donc c'est vraiment ce que j'ai trouvé ici. Moi qui lis très très peu de romances, bah oui, je peux vraiment vous dire qu'on est vraiment sur une romance avec un arrière-plan de fantaisie, je dirais même de science-fiction fantaisie, puisque on a quand même quelques éléments plus science-fiction, je trouve, dans le livre. Alors de quoi ça va nous parler? Alors on va suivre une jeune femme, Alba, qui est une génie, et en fait on sait qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, et du coup elle va être bannie sur Terre par les génies, et donc elle va vivre des siècles et des siècles sur Terre, et elle va enfin trouver le refuge sur Hibernia, qui est un archipel paisible, et elle va se créer une famille, une communauté. Elle va avoir énormément d'attachement pour les gens qu'elle va rencontrer sur Hibernia. Et un jour, un émissaire d'un archipel voisin, un petit peu jaloux de l'abondance d'Hibernia, puisqu'il y a énormément de richesses sur les terres d'Hibernia, alors que les terres avoisinantes sont assez pauvres. Cet émissaire va être envoyé, va arriver, et donc va essayer de percer justement les secrets qui se cachent derrière la richesse d'Hibernia. Et donc cet émissaire en question, c'est une espèce de beau gosse boloss. J'arrive pas à présenter ce livre. C'est un beau gosse un peu froid qui arrive, charmeur. Bref, pour essayer de voir ce qui se cache derrière Hibernia, et de voir qui se cache derrière Alba. Et on se doute, comme c'est une romantaisie, que c'est un petit peu la trope habituelle, ennemi à amant, enemies to lovers, voilà. Alors vraiment dans l'histoire, le principal c'est cette romance, c'est cette relation entre ces deux personnages. On a une tension très très forte entre eux, une très grande alchimie qu'on ressent très très fort. Si vous aimez la romance, honnêtement vous allez adorer. Moi qui en lis pas beaucoup, mais qui en lis exceptionnellement, j'ai passé un très très bon moment, parce qu'en plus c'était servi par une plume hyper agréable, j'étais pas surprise, j'adore ce que fait cette autrice, et effectivement je trouve qu'elle écrit super bien, et en plus je trouve que son univers qu'elle a créé en arrière-plan était très très bien mené, ça tenait la route du début à la fin, c'était super chouette, il y avait des petits éléments rigolos, avec des personnages secondaires loufoques auxquels on s'attache. Je trouve vraiment que le côté
fantasy justement, science fantasy, parce qu'en fait c'est pas exactement de la fantasy. Je trouve que ce côté-là est vraiment bien amené. Je trouve que ça peut être un bon roman tremplin pour ceux qui ont l'habitude de lire de la romance et qui n'ont jamais lu par exemple de fantasy. Je trouve que ça te met un petit peu dans ce bain sans non plus te perdre avec trop de descriptions justement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si on doit faire un petit peu le ratio romance et univers, je dirais qu'il y a bien sûr 80% de romance et 20%, ou allez, 70% de romance et 30% de fantasy, science-fiction, mais franchement ça m'a plu, j'ai passé un très très bon moment. Je trouve que la relation est assez émoustillante parce qu'elle prend son temps, même si cette alchimie par moment tu te dis allez c'est bon maintenant, embrassez-vous, faites-le. Et bon ça prend son temps, parfois t'as envie de les baffer, mais c'est chouette. Franchement, c'est super chouette et je vous conseille vivement. Maintenant, sachez que la romantaisie, je ne vais pas en lire 10 par mois. Hein, on va se calmer. J'ai besoin de lire d'autres choses, mais j'ai passé un super moment et pour moi, c'était une de mes meilleures lectures de ce mois-ci. Je lui ai mis, je pense, 17 sur 20 sur Livre Addict. Ensuite, je passe à 2 petits mangas. Alors, j'ai lu le tome 2 de L'amour est dans le thé et je vous avoue que j'avais complètement oublié avoir lu ce livre pendant le mois de mai. C'est passé tellement vite en fait. C'est un peu frustrant je trouve comme manga. Autant il y a des mangas où ça prend un peu plus son temps, autant il y a des mangas comme ici où ça passe très vite. Alors je vous en avais parlé du coup pour mon bilan du mois précédent, mais ici on avait une histoire qui est aussi catégorisée en josei. Je pense que c'est quelque chose qui se prend un peu plus au sérieux que les shoujo. C'est chouette, c'est mignon. Maintenant j'ai acheté le tome 3, mais je pense que je vais décider à la fin du tome 3 si je lis la suite ou pas parce que j'étais un peu déçue. J'ai lu ça en sachant qu'on avait cette histoire d'amour, mais moi j'aime beaucoup le thé. Et autant dans Blue Flowers, on a cet univers de la céramique qui est bien approfondi, autant dans L'amour est dans le thé, on parle pas tellement de thé. On est vraiment très 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 centré sur cette romance qui prend trop de place pour moi. J'aurais dû m'en douter avec le titre, mais comme avec Blue Flowers, on a quand même ce côté immersif de cet univers. Ici, j'attendais un petit peu plus de dégustation de thé, de nous parler un petit peu comment sont faites ces plantations. Ici, c'est très très peu abordé, c'est toujours sous le prisme de la romance. Et moi, ça me dérange un petit peu. Surtout que je m'attendais à ce qu'on en parle un petit peu plus du thé dans les tomes qui arrivent. Et dans ce tome 2, on en parle encore moins que dans le tome 1. Donc je vais lire le tome 3 et on verra. En plus, il y a pas mal d'extravagance dans la romance, un côté très shoujo en fait dans cette petite romance. Ce qui n'est pas grave au final, mais moi j'attendais un petit peu plus de thé. Voilà, je suis un peu chiante, hein, je sais. Ensuite, on va passer à un manga. C'est marrant parce que quand je l'ai terminé, je lui ai mis une note sur Livre Addict et puis j'ai attendu une semaine et une semaine plus tard, j'ai diminué la note. En fait, j'ai lu Le Vendeur du magasin de vélo. C'est de Harare Matsumushi au Lézard Noir. Chez Le Lézard Noir, qui est une maison d'édition que j'aime énormément. C'est eux qui ont fait notamment Hirayasumi. Voilà. Alors, ça va nous parler d'une petite jeune fille qui roule à vélo. Elle a un problème, je pense, avec ses freins, il me semble. Et donc, elle arrive chez un réparateur de vélo. Et elle rencontre ce petit jeune homme qui est un petit peu intimidant et qui va être intrigué par elle. Et donc, il va un peu s'accrocher à elle d'une certaine manière. Et entre eux va s'installer une relation. Pendant ma lecture, je passais un plutôt bon moment, mais il y avait quand même des choses qui m'embêtaient. J'ai eu, en fait, je m'en rends compte après coup, pas mal de difficultés à aimer ce personnage masculin. En fait, je pense que c'est mon côté très vieille école, à l'ancienne, ce jeune homme. Dans la manière dont il lui parle, dans la manière dont il parle des filles, dans certaines choses, il est assez rustre. Je sais bien que c'est le but du récit, que derrière ce côté voyou, on va creuser un petit peu pour découvrir un cœur d'or, je m'en doute bien, mais je vous avoue que j'ai pas envie de creuser, moi. Ça m'intéresse pas, en fait. Je suis trop superficielle, je pense, et en fait, il m'agace un petit peu dans la manière dont il parle des filles en disant les gonzesses. Enfin, rien que ça, en fait, c'est hyper rédhibitoire. Tu dis gonzesse, je veux pas. Et elle, je la trouve un peu cruche sur les bords. Voilà, donc je pense que je ne lirai pas la suite et que je vendrai ce tome 1 sur mon compte Vinted quand j'aurai le courage. Voilà. En fait, j'ai pas beaucoup d'arguments intéressants, hein. J'en ai jamais eu, vous allez dire, mais j'ai pas vraiment d'arguments intéressants pour dire ce qui m'a moins plu, mais je pense vraiment que c'est le gars en question qui... J'ai pas envie de creuser, j'ai pas envie de découvrir son cœur d'or. J'ai pas envie de découvrir à quel point il est génial. Pour moi, ouais, il m'intéresse pas.
Ensuite, je vais passer un gros coup de cœur de ce mois-ci et juste après une grosse déception, donc ça va être beau. Alors, j'ai lu le roman Plein ciel de Siècle Vaelban. Vaelan, je sais pas trop en fait, parce que je sais pas si c'est un L ou un B, bref. C'est un livre, un one-shot déjà, première chose, c'est un roman de fantasy qui m'a fait ressentir les mêmes sensations que j'avais eues dans La Passe Miroir. Donc j'avais adoré La Passe Miroir, j'avais lu le tome 1 lors de sa sortie, le tome 2 lors de sa sortie, enfin bref, voilà, c'est une saga que j'avais adorée, que j'ai lu même plusieurs fois, même si je ne suis pas encore arrivée au bout. Trop d'attente tue l'attente. Mais du coup, j'ai retrouvé les mêmes sensations. On est dans un univers extrêmement cruel, dans lequel les apparences sont hyper importantes, hein, et Ivoire, elle est très mal vue par la société puisque c'est un des seuls personnages blancs. Elle a la peau blanche, elle est considérée comme une albinos d'ailleurs, on dit que c'est une albinos. Et c'est une jeune fille qui fait partie d'une famille de la haute société, qui est bien considérée, mais elle, il ne faut absolument pas que les gens sachent qu'elle fait partie de cette famille parce que sinon il y aurait des problèmes. Et donc elle a un pouvoir, elle a le pouvoir de manipuler les rubans. Et donc grâce à ce pouvoir, elle travaille dans une maison de couture, une maison qui s'occupe de fournir des accessoires pour l'opéra. Toute l'histoire se passe sur une île et c'est vraiment l'opéra qui est très important pour cette île puisque c'est l'opéra qui va faire un peu la pluie et le beau temps de l'île. Donc c'est-à-dire que si une représentation se passe mal, si par exemple la soprano principale, je sais pas, fait une fausse note, eh bien il va y avoir des conséquences. Donc il va peut-être pleuvoir, il y aura des orages, il y aura peut-être des gens qui vont mourir. Notre amie Ivoire travaille dans un atelier de couture, mais un jour, je vous laisse découvrir les circonstances, elle va devoir travailler pour l'opéra. Ivoire va un petit peu nous ouvrir les portes de l'opéra et va découvrir cet univers complètement fou de l'opéra, un monde différent de celui qu'elle connaît dans son atelier, un monde mais à 100 à l'heure où les gens courent partout, il y a du bruit tout le temps, il y a plusieurs étages, donc à chaque étage tu as un corps de métier différent. Elle va découvrir aussi toute cette hiérarchie puisque les gens dans cet univers ont des pouvoirs différents. Il y en a qui ont le pouvoir d'animer des objets comme elle, les rubans, mais il y en a c'est un dé à coudre, il y en a c'est un fil. Voilà, les gens peuvent manier des objets, mais il y a aussi une autre partie de la hiérarchie qui peut s'occuper de manier des parties du corps. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil. Il y en a un par exemple qui sait métamorphoser les cheveux, il y en a une c'est l'épiderme, enfin voilà. Selon la hiérarchie, les gens ont tel type de pouvoir et il y a des gens aussi qui n'en ont pas du tout. On va découvrir cet univers extrêmement foisonnant de détails, un univers tout simplement passionnant. J'ai adoré cette histoire parce que déjà on est dans un opéra et en tant que musicienne forcément ça ne pouvait que m'intéresser et même s'il y a parfois des petites incohérences sur ce qu'est l'opéra, des petites choses, tout d'un coup en dernière minute t'en as une qui va prendre la place de l'autre pour la représentation, un truc qui n'est pas du tout crédible, c'est pas grave parce qu'on est dans un univers de fantasy donc j'y croyais, j'étais vraiment bien dans cet univers de l'opéra, ces personnages. En un tome on va vraiment réunir tout ce qui me plaît dans la fantasy. L'autrice a une énorme imagination. J'adore ça dans la fantasy justement, voir un petit peu la folie des auteurs dans leurs choix, dans les objets, dans les noms des personnages. J'ai adoré son système de magie qui était vraiment très bien fait. J'ai adoré la cruauté dans ce livre, les révélations aussi, parce qu'on a des révélations plutôt surprenantes en fait. Je pensais pas qu'on aurait des révélations dans ce livre et du coup quand j'en ai eu, j'ai ouvert grand les yeux et c'était vraiment chouette et c'était beau, il y avait de jolis messages. En plus on a une très belle histoire d'amour mais qui est assez en second plan, tout le reste est beaucoup plus important, mais l'histoire d'amour aussi est très belle, j'ai beaucoup aimé. En plus on ne la voit pas tout de suite venir, elle prend son temps avant d'introduire un personnage justement pour cette histoire d'amour. Ce que je retiens encore plus que l'histoire d'amour maintenant finalement c'est l'histoire d'amitié. Il y a une très belle histoire d'amitié que j'ai préférée encore à l'histoire d'amour qu'à dans ce récit. Qui est très important dans le récit. J'ai été très touchée par cette histoire d'amitié, encore plus que l'histoire d'amour. Maintenant, les petites choses qui m'ont moins plu, c'est plutôt en y réfléchissant, parce que sur le moment, j'étais vraiment dans l'enthousiasme. Je vous disais, oh, je cherche un nouveau sens à ma vie, j'ai tellement aimé, c'était trop bien, je sais pas quoi lire d'autre. Et donc, j'étais tellement enthousiaste avec cette lecture que pour moi, c'était vraiment le coup de cœur de l'année. Maintenant, en y réfléchissant un petit peu, je peux omettre certaines petites choses. Par exemple, ça m'a dérangé un petit peu dans ma lecture. Il y a des
types de personnages qui ont un peu les mêmes noms. Donc par exemple, on en a Max, Maxime, Maxence, Maxou. Il y en a plein qui ont le même nom parce qu'ils ont, je pense, la même fonction. Mais du coup, en fait, c'est très drôle, c'est très chouette, mais dans la lecture, c'est un peu embêtant parce que je ne savais pas qui était qui. Déjà moi qui ai un peu du mal à retenir les personnages, qui ai un peu du mal à me concentrer, là c'était un peu compliqué parce que effectivement à force d'utiliser tout le temps les mêmes noms, presque les mêmes noms, ben, quand il arrive quelque chose à un des personnages, ben, je ne sais pas lequel c'est. Ah bah moi je ne sais plus si c'était machin ou machin truc. Voilà. C'est un petit détail, mais c'est vrai que ouais, ça m'a empêché d'avoir des émotions quand certains vivent quelque chose et t'es là... Ouais, il vit quelque chose, c'est très bien, mais je sais plus lequel c'est, entre les 10 qui ont le même prénom, quoi. Et une deuxième chose, c'est vrai que c'est pas un roman qui est très diversifié, notamment dans ses représentations. Il m'aura manqué un petit peu de diversité dans les personnages, d'inclusion peut-être, d'utiliser justement cette histoire très très riche pour... justement y mêler un petit peu d'inclusion. Donc ça c'est pour Plein ciel de Siècle Weilman. Ensuite je vais passer à ma grosse déception. Je suis vraiment déçue parce que j'avais vu ce livre sur la chaîne de Les mots de l'imaginaire. Chaque fois je dis manoir de l'imaginaire, mais c'est les mots de l'imaginaire. C'est ça. Elle avait présenté de la fantaisie chinoise ou d'inspiration de fantaisie chinoise, je sais plus, c'était une vidéo assez intéressante que j'ai fort appréciée et c'est vrai que j'aurais dû tiquer. Quand elle en a parlé, elle a dit qu'elle n'avait pas forcément adoré ce livre, hein, mais qu'elle le présentait parce que ça pourrait en intéresser plusieurs. Et en fait, bah, moi je l'ai acheté et je l'ai lu parce que elle disait que c'était un livre qui parlait du thé et que la magie était dans le thé. Et comment vous dire que ça a été une déception. J'ai lu Une magie teintée de poison de Judy Hillin et j'ai détesté cette lecture. Je suis arrivée à la page 150 en me disant mais que fais-je? D'ailleurs je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je vous ai dit ma déconvenue avec ce livre, donc je vais passer assez vite en fait, je vous en ai déjà parlé. On est sur un univers chouette en fait, mais j'ai rien compris, voilà. Au système de magie, c'était pas clair du tout, le système de magie autour du thé. Je comprenais pas ce qu'elle savait faire, l'héroïne, à quoi ça servait son pouvoir. J'ai tellement pas aimé ce livre que j'ai de nouveau la flemme d'argumenter tout ce qui m'a déplu. Ce qui m'a déplu globalement, c'est le manque de cohérence de ce personnage principal qui, au début du récit, apprend que sa sœur est empoisonnée et il faut absolument la sauver. Et la seule manière de la sauver, ce sera de demander une faveur à la princesse du royaume. Et donc, pour demander une faveur à la princesse du royaume, elle se dit quoi de mieux que de participer à une compétition et du coup, si je gagne la compétition de maître du thé, pour devenir maître du thé, eh bien, la princesse va m'accorder une faveur et je pourrai guérir ma sœur. Déjà, il y a un côté un peu bizarre, c'est que sa sœur est malade, elle est empoisonnée, donc elle va mourir d'un instant à l'autre. Sauf qu'elle, elle se dit « Oh, je vais faire le tour du monde, je vais aller faire cette compétition, je vais la gagner et on va me donner une faveur. » Truc, ok, elle a beaucoup d'espoir à l'idée de gagner, surtout que en fait, elle n'est pas forcément élevée en tant que maître du thé. C'est plutôt sa sœur qui était destinée à être maître du thé, et donc elle sait pas faire grand chose au final, la jeune fille, même si elle a certaines habilités. Mais donc il y a le côté un peu très optimiste de cette jeune fille qui se dit je vais faire le tour du monde déjà quand j'arriverai sur place, ma sœur sera encore en vie, mais en plus je vais gagner la compétition et la reine va m'accorder cette faveur de sauver ma sœur. Déjà truc incongru, mais en fait tout le long du récit c'était ça manquait de cohérence dans tous ses choix, dans tous les événements, dans tout. Ça manquait d'approfondissement, l'univers était incompréhensible, je ne comprenais rien, elle était un peu cruche en plus. Elle arrive sur place, la première épreuve, au lieu de s'appliquer à faire cette première épreuve pour absolument gagner, pour sauver sa sœur, elle bat des cils avec un jeune homme. Bref, truc pas cohérent. J'ai pas du tout aimé ce livre. En plus, c'était très gnangnan, les relations avec les personnages secondaires notamment, qui n'étaient pas du tout approfondis. Moi, j'ai besoin qu'on approfondisse. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être vraiment dans l'histoire. Et ça manquait profondément d'approfondissement. C'était bizarre ce que je viens de dire. Et j'ai lu ensuite d'autres déceptions, qui est Untouchable Lady de Kim Do-sing Young et Ming Sung, qui est un webtoon. C'est mon premier webtoon. Peut-être que ce sera mon dernier. C'est publié chez Keybooks. C'est un livre qui est très joli, mais c'est tout ce qu'il a pour lui, parce que j'ai trouvé l'histoire inintéressante. J'ai trouvé que ça manquait cruellement d'émotion. On est sur un univers, oui, une jeune fille qui revit pour la 8e fois sa vie et qui, cette 8e fois, décide de se venger de tous ceux qui lui font du mal, alors que pendant les 7 premières vies, elle n'a jamais rien dit, elle a été toujours soumise. Et donc, c'est pareil, une histoire, un manque de cohérence en fait dans cette histoire. Pourquoi est-ce que ses frères
son père, pourquoi tout le monde est hyper méchant avec elle, pourquoi, enfin, je sais pas, j'ai eu un peu du mal et j'avais aucune émotion, j'ai ressenti aucune émotion, à part de la lassitude et du profond ennui, donc voilà pour ce livre, vous avez vu, je vais plus vite. J'ai lu, ceci dit, L'Engrange-Temps de Nell Pfeffer, publié chez Hachette, qui est un livre que j'ai beaucoup mieux aimé que les deux que je viens de vous présenter, et c'est pas difficile en même temps. J'en avais beaucoup entendu parler quand j'ai lu Plein Ciel sur les réseaux, notamment sur TikTok, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ah, mais en fait, lis L'Engrange-Temps, tu verras, ça va te plaire ». Alors oui, ça m'a plu, mais ce ne sera pas un coup de cœur non plus. Donc ici, on a avec l'histoire de Sophie qui est une horlogère et qui a le don de chronolangue, c'est-à-dire qu'elle peut parler aux horloges. Et donc c'est un super chouette pouvoir, hein, c'est vraiment super rigolo. Et donc elle est horlogère et un jour son père va décéder et elle va le remplacer puisque c'était l'horloger du palais. Donc elle va aller au palais pour régler toutes les horloges. Et au moment où elle règle ses horloges, elle va rencontrer le roi. Le frère du roi, plus exactement, qui va lui demander quelque chose de bizarre. Il va lui demander de l'aider à faire un voyage dans le temps, puisque certaines horloges ont la faculté de faire voyager dans le temps, et comme elle est chronologue, elle sait manipuler, elle pourrait savoir manipuler ce type d'horloge, et donc il lui demande de faire un voyage dans le temps, elle est là, quoi? Mais déjà je sais pas le faire, et pourquoi, quoi, quand, comment? Elle est effarée pendant 5 minutes, et 5 minutes plus tard, elle se retrouve à faire un voyage dans le temps, et le problème c'est qu'il se passe quelque chose dans cette histoire, je vous en dis vraiment pas plus, mais elle se retrouve bloquée dans le temps. Et effectivement, c'est super chouette, un super chouette univers, ces artefacts des horloges qui ont des personnalités propres, qui ont beaucoup d'humour, j'ai adoré ce côté-là. Tout son univers est super chouette, et vraiment, les personnages aussi, les jumeaux qu'on rencontre, vraiment, j'ai adoré tout dans l'histoire, mais je lirai pas la suite. Ce sera pas du tout un coup de cœur parce qu'il m'a manqué cruellement de densité dans cette histoire. C'est vraiment dommage parce que tout était super chouette, mais tout était trop rapide. Tout. Que ce soit la description des personnages, que ce soit la description des actions, que ce soit les retournements de citation, tout allait trop vite. Et du coup, bah forcément, tous les retournements de citation, je les ai vus venir à des kilomètres. Les personnages, j'ai pas pu vivre vraiment les émotions parce qu'ils n'étaient pas assez fouillés à mon sens. Tout ça, ça m'a fait me dire « Ouais, mais c'est dommage ». Parce que vraiment, on est sur une histoire hyper originale, avec vraiment des chouettes choix de l'autrice. On avec un style simple, pas forcément de grande fioriture dans le style, mais c'est pas grave. C'est prenant, c'est chouette. Et j'ai dit 20 fois chouette, mais c'est vrai. Mais vraiment, ça manque de densité pour moi. Et donc tout fait un peu un flop en fait, parce que par exemple, il y a des personnages, les jumeaux, on comprend hein, la différence dans leur comportement, de leur personnalité, mais on ne la vit pas vraiment. On comprend tout ce qu'on lit, on est dans l'histoire, mais je n'ai pas vraiment vécu toute cette histoire puisque ça manquait justement de densité. J'ai besoin qu'on m'accompagne avec des moments de pause. En fait, j'ai besoin que dans l'action, de temps en temps, l'autrice fasse une pause, des moments plus d'introspection. Il y a des choses que j'ai besoin de vivre avec plus de prendre plus le temps. Et ça, je pense vraiment, c'est à titre personnel, c'est moi, la lectrice que je suis, a besoin de prendre plus de temps. Dans Plein Ciel, c'était parfait, par exemple, pour le dosage, du rythme. Ici, c'était trop dans l'action, dans l'accumulation d'action, puis révélation. Ça allait trop vite en fait. Et je pense vraiment si elle avait développé ça sur 200 pages de plus, ça aurait été un gros coup de cœur pour moi. Voilà, c'est dommage. Et alors, je passe aux 2 dernières lectures. J'ai lu De Délicieux Enfants de Flor Vesco, qui est, je pense, une de mes 3 meilleures lectures de ce mois-ci. Il ne faut pas que j'oublie à la fin de vous faire le top 3. De Délicieux Enfants, c'est une réécriture du Petit Pousset et je ne vais pas vous en dire plus parce qu'en fait, ce livre n'est fait que de surprises, de petites révélations, de moments où l'autrice nous ouvre les yeux sur certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est vraiment une autrice que j'avais adorée dans D'or et d'oreiller. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que D'or et d'oreiller était un coup de cœur. Et donc De Délicieux Enfants, pareil, c'était vraiment un très bon roman qui va apporter le côté féministe en fait à ce conte, mais qui ne va pas apporter que le conte du Petit Pousset, qui va apporter aussi d'autres choses, des éléments par exemple du folklore européen. Il y a par exemple des artefacts qu'on retrouve dans le livre qui font partie du folklore et qu'elle va insérer dans le livre, c'est très chouette. Des éléments d'autres contes aussi qu'elle va mettre. Et je ne vous résume pas en fait, parce que vraiment ce livre, je n'en savais rien du tout. Je savais juste qu'on était avec l'histoire de cette famille
pauvres qui cherchent un moyen de subvenir à leurs besoins, qui cherchent un moyen de se nourrir en fait. Et je vous en dis pas plus parce que je n'en savais rien. C'était une lecture assez courte et pourtant j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup... J'ai vraiment adoré cette lecture. C'était très cruel, hein. Il y a un côté très glauque dans cette lecture. Il y aura peut-être moins le côté, c'est vrai, dans Dore et Doreyer, il y avait quelque chose de savoureux et de sulfureux dans l'écriture. Ici, l'écriture est magnifique, hein. C'est très soigné, c'est très poétique, avec beaucoup de métaphores et de jeux de mots très jolis. Mais il y a moins ce côté sulfureux, un peu sensuel qu'il y avait dans Dore et Doreyer, où il y avait plus un aspect un peu romance. Ici, un petit peu, mais beaucoup moins. Ici, on est plus dans quelque chose de plus cruel, de plus brut, mais un très très bon livre qui sera une de mes meilleures lectures. Et je vais terminer avec le tome 1 de Nodame Cantabile de Tomoko Ninomiya, dont je vous ai parlé dans le dernier vlog également. Je vous ai dit les circonstances de lecture, je ne vais pas de nouveau répéter pourquoi j'ai acheté ce livre, etc. Mais en gros, c'est un livre qui se passe dans une université de musique. On va suivre deux personnages, un jeune homme qui rêve de devenir chef d'orchestre et une jeune femme qui est pianiste, enfin qui étudie le piano dans cette université de musique, mais qui elle est beaucoup moins dans la rigueur que le jeune homme. Elle est beaucoup plus dans l'intuition et qu'elle va pas forcément respecter, par exemple, les partitions à la note près. Elle va vraiment s'en détacher et faire parfois n'importe quoi. Voilà, donc on est avec une histoire très chouette. Si vous êtes musicien, je pense que vous allez beaucoup tiquer, lever les yeux au ciel, mais il y a quelque chose quand même de très drôle. Je pense qu'il faut voir un petit peu ce livre comme une caricature. C'est un petit peu chronique de musiciens dans une université musicale. Il y a effectivement des côtés un peu extravagants, bien sûr, mais en même temps, c'est un manga, donc ça peut pas non plus être dans le 100% crédible et 100% réaliste. Les relations entre les personnages parfois sont un peu ambiguës, je trouve ça assez étrange. Cette jeune fille, elle harcèle le gars pendant tout le livre. Elle est amoureuse de lui, du coup elle le colle pendant tout le livre, c'est un peu bizarre quand même. Si ça avait été l'inverse, ça aurait été limite du harcèlement. Donc en fait, elle le harcèle un petit peu, je m'en rends compte. Il y a quelque chose qui pourrait être quand même problématique. Bon, c'est vu sous le joug de l'humour et il n'a pas l'air non plus de s'en plaindre, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu bizarre. Mais oui, on est sur une histoire très rigolote avec des personnages hauts en couleur. Effectivement, là, un peu l'archétype des musiciens, mais c'est chouette. Franchement, c'est très divertissant et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a quand même des petites doses de crédibilité avec, oui, tout le jargon musical, avec notamment, à la fin, il me semble qu'il y a un lexique. Bah, forcément, je n'ai pas été le voir vu que c'est les mots que j'utilise dans la vie de tous les jours, mais il y a un glossaire, effectivement, qui explique tous les mots qui sont utilisés. Mais donc, il y a le côté un peu crédible. Oui, les partitions, tu vois, en fait, c'est des vraies partitions. Il y a pas trop d'incohérence par rapport à la musique, aux mots utilisés, mais de temps en temps, il y a des trucs un peu gros, mais... limite, c'est pas grave parce que c'est très plaisant. Et là, je suis en train de lire le tome 2. Donc voilà, et donc si je dois faire un top 3 de mes meilleures lectures de ce mois, je dirais après coup, et vous allez être surpris, je pense, parce que normalement, il y a 2 semaines, j'aurais mis Plein ciel en premier. En troisième, je mettrais Porcelaine sous les ruines, ça c'est sûr. Je passe les graphiques, hein. Je parle vraiment des romans. En deuxième, je mettrai Plein ciel de Siècle Weilman. Et en premier, je mettrai Deux délicieux enfants de Flore Vesco. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être des envies de lecture. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!